Bonjour, il est 17h à Yaoundé et comme chaque 2 semaines, nous organisons notre webinaire traditionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'open source. C'est quoi l'open source? Et nous allons aborder ce sujet avec pas un spécialiste, pas un expert, mais quelqu'un qui est baigné à l'intérieur, comme Obélix dans la potion magique. Je parle de Nasser Kazé. Donc, Nasser Kazé va nous parler aujourd'hui de ce que c'est que l'open source, de ce que ça représente pour sa carrière. Et nous essayerons d'aider ou d'apporter des éclaircissements sur ce sujet-là, qui nous semble très intéressant à la fois pour ceux qui ont déjà un emploi, mais surtout pour ceux qui sont en train de bâtir leur carrière, bâtir leur profil professionnel. Bonjour Nasser, comment tu vas? Je vais bien, merci. Toi? Oh, ça va, on se bat, on essaie de développer le minimum qu'on peut. Mais dis-moi, Nasser, est-ce que tu peux me dire quelle est ta formation? Ok, j'ai suivi une formation en ingénierie informatique à l'Université de Boya, en faculté d'ingénierie et technologie. J'ai commencé en 2017, seulement de 4 ans, donc ça c'est fini cette année. Ok, d'accord. Quand tu as fini ta formation, comment est-ce que tu es entré en contact avec l'open source? Comment ça s'est passé? Bon, quand je suis arrivé ici à Boya, il y a des enseignants académiques, des professionnels dans l'industrie aussi. Ils sont venus à l'école pour faire une sensibilisation. C'est là qu'ils nous ont parlé de l'open source. C'était il y a peut-être 3 ans. Ouais. Ils nous ont parlé de l'open source, des bénéfices qu'on peut avoir en s'impliquant dans l'open source, comment ça peut promouvoir notre carrière, nous dévier de la théorie de l'école, être plus professionnel. Ok, et donc du coup, tu les as pris sur parole et tu t'es lancé. Ouais. Je me suis dit, bon, si c'est genre essayé, ça va marcher, pourquoi pas. C'était dans quelle année? C'était dans quelle période comme ça? En quelle année? C'était en 2018, en début d'année 2018. Et donc, quand tu te lançais dans l'open source, c'était vraiment... est-ce que tu avais un but particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu... Bon, quand je me suis lancé au début, j'étais en quête d'expérience. Ouais. Parce que quand ils nous ont parlé, c'est là qu'ils nous ont expliqué que c'était un truc, c'était une réalité de l'industrie. Tu vois, on n'emploie pas les gens à la base des diplômes, comme on dit que maintenant, mais plutôt à la base de l'expérience que tu as. Combien de temps tu as passé dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu connais pratiquement? Et puis, c'est là où ils nous ont parlé, ils nous ont encouragé à s'engager dans l'open source parce que c'est là où on va avoir l'expérience sans avoir à privilégier les entreprises parce que c'est un peu difficile de trouver peut-être une place dans une entreprise. Bon, tu n'as pas cette expérience pour nous rejoindre ou des trucs comme ça. C'est vrai parce que c'est une problématique qu'on aborde tous les jours avec les membres de notre communauté. C'est que très souvent, dans le déclenchement de sa carrière, on a besoin d'aller dans des entreprises qui, elles, ont besoin des gens qui ont de l'expérience. Et finalement, c'est comme si on avait un serpent qui se mordait la queue. On n'arrive pas à trouver comment s'insérer, comment avoir des compétences pour lesquelles il faudrait qu'on travaille chez des gens qui ont besoin des gens qui ont déjà ces compétences. Et l'open source, comme tu l'as bien dit, c'est l'endroit où non seulement tu peux faire des choses sans avoir besoin de passer par la filière classique de recrutement, mais en plus, tu peux t'exposer à un niveau d'exigence et à des piles technologiques qui sont vraiment compétitives. C'est-à-dire qu'en t'impliquant dans un projet open source, tu es capable de manipuler et d'être dans les difficultés ou dans les challenges d'un gars qui est dans une très grosse boîte quelque part dans le monde. Et finalement, au bout de quelques mois ou de quelques années, vos expériences ou vos compétences sont comparables. Est-ce que tu as eu cette impression-là depuis que tu es dans l'open source? Un instant. Ouais. Depuis que j'ai rejoint l'open source, en fait, j'ai exploré les horizons dont je n'imaginais même pas. Parce que au début, lorsque je commençais, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est quand tu rejoins un projet open source, généralement, on te demande bon,
le minimum que tu puisses faire, c'est résoudre quelques bugs qu'il y a dans le logiciel. Et puis, tu te rends compte que bon, les bases de la programmation ou les petits trucs que tu faisais à gauche à droite, ça manque beaucoup. Et quand ça arrive là, tu vois tout un système et puis l'architecture et tout, c'est un véritable challenge. Donc, tu te retrouves en train de résoudre les problèmes que les professionnels rencontrent en entreprise. Donc, tu vois, donc, c'est dans un scénario vraiment professionnel. Et puis, tu contribues à un projet qui impacte des milliers de personnes. Quand c'est open source, parce que c'est vraiment globalement passé partout. Effectivement, et ça, c'est sans vouloir utiliser le projet dans lequel tu es. C'était dernièrement un documentaire qui parlait d'Apache, qui est l'une des fondations qui pilote le plus grand nombre de projets open source dans le monde et qui aujourd'hui est au cœur des millions de milliards d'applications qui tournent. Et beaucoup d'applications même qui sont au niveau, comme on dit, industrial grade, c'est-à-dire des applications qui ont un niveau d'exigence industrielle. Toi, dans quel projet open source tu es aujourd'hui et comment est-ce que tu as fait pour être dans ce projet-là? Ok. Présentement, je suis dans le projet Funeract. C'est un projet autour de système microfinance, qui est là pour puisser genre des milliers de personnes qui n'ont pas d'affiliation bancaire et qu'on sort autour du monde. C'est un projet, en fait, c'est un projet qu'on appelle dans le domaine du FinTech. J'ai commencé à contribuer à Apache sur le projet Funeract, en fait. C'était en 2019, de la fin d'année, enfin, septembre, environ septembre. C'est un de mes aînés académiques qui m'a introduit en fait, à la communauté, puisque c'était mon mentor, parce que je faisais un peu de Java, et puis je lui ai présenté un de mes projets que j'ai fait, il a dit, waouh, ça c'est très joli, je vais aussi contribuer à notre communauté open source. C'est là que je suis venu, j'ai rejoint, c'était un peu difficile au début, je les ai rejoints, et c'est là que je me suis lancé. Et c'était un peu difficile au début. Concrètement, c'était quoi les difficultés que tu avais? Ok. Bon, il y avait déjà les difficultés au niveau parce que avant de commencer à contribuer à un projet, il faut déjà que tu puisses lancer ce projet-là sur ta machine locale. Donc, il y a déjà c'est la première étape. Donc, tu arrives, il y a cette communauté, il y a la peur, il y a l'intimidation parce que, bon, ils disent beaucoup on appelle ça le mailing list, les mails, les forums mails. En fait. Donc, c'est là qu'ils font la plupart de la communication. Donc, tu vas venir, tu vas rejoindre, et puis, mon mentor, là, il dit, bon, quand tu viens là, ne me pose pas les questions, n'importe comment, tu peux poser des questions à tout le monde. Donc, tu vois un peu, c'est comment ça se dit là, ouais, il te dit, bon, viens rejoindre, mais il t'abandonne à ce stage-là. Donc, si tu as des difficultés, tu es obligé d'aller écrire dans le forum à tout le monde. Donc, au début, il y a cette intimidation-là, tu as un peu. Bon, tu m'as dit quelque chose de mauvais, tu as peur de ce que j'avais parce que toi, tu es conscient. Ouais, donc c'est un peu intimidant au début. Quand tu essaies de lancer ça, les difficultés, bon, tu as un peu peur d'aller demander aux gens. Bon, c'est voilà une difficulté qu'il faut déjà pouvoir surmonter parce que, en vérité, les gens dans les forums ne mordent pas. Ils sont très gentils. Donc, pourvu que tu les poses des questions intelligentes. Pourvu que tu les poses des questions intelligentes, donc pas genre. Il va venir, bon, quand ça va vraiment essayer, ça va vraiment mis un effort là avant de venir te déranger. Bon, enfin, généralement, ils sont très ouverts, ils ne mordent pas. Et puis, le prochain niveau de difficulté, c'était résoudre mon premier ticket, mon premier bug dans le système pour ma première contribution, en fait, pour comment dire. Vu que j'ai rejoint la communauté en tant que personne technique, une personne avec les spécialités techniques, parce que pour contribuer à l'open source, c'est pas obligé d'être une personne technique. Donc, rien que écrire dans les forums, répondre aux questions des gens, c'est facile de contribuer. Contribuer peut-être une documentation. Là, si tu utilises le logiciel, tu as rencontré peut-être qu'il y avait un bug ici, ou tu as trouvé une nouvelle façon d'utiliser le logiciel, ou un nouveau truc, tu peux faire des trucs comme la documentation. Donc, c'est pas obligé d'être une personne technique pour contribuer.
Mais comme je rejoignais comme une personne technique, il fallait que je résoudre des bugs dans le système console. Donc, il y a le problème de mon premier bug. C'était pas comme des difficultés classiques que j'ai rencontrées quand je m'amusais encore avec le Java et le Spring Boot. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi le processus de revue. Parce que quand tu résous un bug, il faut que tu fasses ce qu'on appelle un pull request sur le repositoire GitHub. Donc, il y a une série de revues. Le pull request, c'est simplement, tu demandes qu'on ajoute ton code dans l'endroit où on stocke l'ensemble du code. C'est aussi simple que ça. Ouais. Je vais l'expliquer à notre communauté. Merci pour l'explication. OK. Donc, il y a un système de revue pour request. Tu te rends compte, bon, parfois c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens, ils viennent, ils ont beaucoup d'ego. Tu vas te dire, on ne fait pas comme ça, il faut changer ceci, il faut changer cela. Donc, il faut savoir après son ego pour pouvoir vraiment continuer parce que c'est des personnes qui peuvent faire ça. Quand tu te dis, bon, il y a un problème, tu sais à quel niveau dans ton code, il faut que tu rentres, changer, faire les modifications nécessaires. Parce qu'à ce niveau, bon, il faut être humble pour pouvoir vraiment progresser dans l'open source. Parce que c'est tout un enseignement complet. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis en parlant d'humilité. Parce que j'ai lu par exemple l'ouvrage du directeur général, bon, il s'appelle Catalyst en chef aussi, du directeur général de Red Hat. Il a écrit un livre qui s'appelle The Open Organization. Et il disait à l'intérieur que s'il y a une chose qui est vraiment caractéristique de l'open source, c'est l'humilité qu'il te faut pour accepter les critiques qui peuvent venir de n'importe qui. Vraiment, absolument n'importe qui peut te remettre à ta place dans l'open source. Et de la même façon, n'importe qui se sent obligé de t'aider quand tu as une difficulté dans le monde de l'open source. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens qui sont très habitués, qui ont une expérience, qui se sont frottés au monde de l'open source, développent cette humilité-là, qui finalement est un pain béni dans des projets, dans n'importe quel type de projet, parce que les gens aiment travailler avec des gens qui sont ouverts, capables d'accepter leurs erreurs et capables de s'améliorer avec le temps. C'est une idée très caractéristique. Et tout à l'heure, tu as parlé de la toute première étape, c'est-à-dire que le Open Source 101, la première chose qu'il faut faire, c'est déployer l'application chez soi. Je me rappelle, je fais un projet. Et dans ce projet-là, je travaille sur... Je voulais monter une application qui devait gérer l'administration de pas mal de choses. Et j'ai benchmarké pour trouver qu'est-ce qui peut faire l'affaire et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un projet qui était très bien, qui s'appelait Apache Offbase. Ah, mais pour déployer Apache Offbase, c'était un match. On a beaucoup transpiré et on y est arrivé. Et finalement, ça a été l'un de mes plus gros projets parce qu'on a pu faire de très belles choses avec. Donc, je confirme, c'est parfois difficile et c'est aussi initiatique. Quand on te demande de déployer, ça te permet aussi de te rendre compte de toute la pile technologique qui est à l'intérieur, de te rendre compte de tout ce qu'il faudra manipuler, tout ce qu'il faudra. C'est très intéressant. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de l'open source? Est-ce que c'est ta source de revenus principale? Pas exactement, mais ça aide ma source de revenus en fait. Parce que grâce à l'open source, tu gagnes ce qu'on appelle, tu gagnes beaucoup de connexions. Et puis, il y a beaucoup de dits bon, une personne, c'est sa connexion en fait. Bon, quand tu rejoins le monde de l'open source, il y a beaucoup de connexions. Et puis, c'est comme ça que tu as des références ou des jobs que tu peux avoir n'importe où. Puis, ça t'aide aussi. En même temps, ça apparaît sur ton résumé comme de l'expérience. Ouais. Donc, c'est grâce à l'open source en fait, si j'ai mon gars comme maintenant. Ça veut dire que, et toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais dans une journée type? Qu'est-ce que tu fais? OK. Dans une journée typique, dans le projet général pour ma journée généralement. OK. C'est quoi? Tu commences, tu
tu as une sorte de backlog où tu consultes l'ensemble des travaux à faire, tu communiques avec les gars. Je sais que l'un des challenges de l'open source, c'est que les gens vivent dans des fuseaux horaires très différents. Donc, c'est vraiment une organisation assez asynchrone parce que c'est difficile d'être éveillé ou être disponible que tous les autres. Comment est-ce que ta journée se passe? Ok. Bon, généralement, oui, il y a un backlog, ouais, comme tu l'as dit. Par exemple, sur le projet fédéral, nous avons un serveur Jira, c'est un serveur de maintenance, là où il y a, on gère les tickets, les bugs, les nouvelles, comment dire, savoir, les améliorations qu'on va apporter à un système ou un projet et des consorts. Donc, tout ça, c'est dans ce serveur-là. Et puis, donc, à la page, ils ont une politique de ne pas utiliser, parce que GitHub aussi a une sorte de système pour gérer les tickets, les bugs et tout comme ça. Mais ils ont une politique de ne pas utiliser ça, mais c'est plutôt le serveur Jira. Donc, ça varie. Tu vas aller dans une autre communauté, si tu sais plutôt GitHub entièrement pour toute l'organisation. Donc, là, tu vois, on a généralement, il faut être très descriptif. Si tu veux enregistrer un nouveau bug ou proposer une amélioration, il faut être assez descriptif parce que une fois, il faut éviter, il faut réduire le nombre de temps que tu vas prendre pour comprendre ce que tu essaies d'expliquer. Parce que tout le monde chaque personne a passé le temps pour, comment dire, venir vous demander, hey, qu'est-ce que tu essaies de dire, le temps, parce qu'avec les situations de tout ça. Donc, tu poses déjà ton problème de façon très descriptive. Quand je viens là, je regarde, le backlog, je regarde s'il y a c'est un ticket intéressant parce qu'il y a des tickets qui me dépassent, tu vois. Parce que quand tu veux dans une communauté open source, les gens se dépassent clairement. Donc, il y a des gens qui peuvent jongler avec des difficultés très élevées, d'autres avec des tickets très faciles. Généralement, quand tu viens de rejoindre, il y a certains tickets parce qu'il faut un filtre dans le serveur des tickets. Il y a un filtre pour les tickets de nouveaux venus, des débutants, déjà des nouveaux venus de la communauté. Bon, tu n'es pas obligé d'être un débutant, mais ça t'aide à comprendre le code base. Ouais, un truc que tu peux facilement résoudre. Donc, il y a un niveau de difficulté sur les tickets. Donc, je viens, je regarde un ticket qui a un niveau. Donc, ouais. Et j'essaie de l'attaquer. Je vois si je peux avoir un résultat. Aussi, il y a des fois, parce que depuis, quand je rejoins en mars, on m'a donné un titre, c'est sorte de promotion. Parce qu'à la batch, ils ont un système de mérite. Tu vois. Quand tu rejoins la communauté, ils valorisent ta contribution. Après, c'est un temps, ils donnent, au début, ils donnent un committership. Ils appellent ça committership. Ça te donne le droit, la permission d'écrire directement au code source. C'est un très grand pouvoir. Parce que tu peux facilement casser quelque chose. Et puis, c'est un truc que beaucoup de gens utilisent. Donc, ils donnent déjà ce pouvoir-là. Et puis, au fur et à mesure, si apprécient encore, ils donnent ce qu'ils appellent PMC, Project Management Committee. Ça, c'est déjà les gens qui prennent les décisions sur l'avancement du projet en général. Donc, quand j'ai reçu ce titre-là, j'ai faire des revues et puis faire ce qu'on appelle merge, un pull request. Quand je propose un changement, si je fais une revue et puis je juge si c'est bon, j'ajoute un peu de source. Ok. Donc, ouais. Ton premier merge, comment tu t'es senti? Oh, c'était franchement, c'était flippant, c'était ça, parce que j'avais peur de casser quelque chose. Ok. Ouais. J'avais peur de casser quelque chose. Si tu appuies le bouton et que ça casse, quand on va faire l'historique des merges, on va se rendre compte que c'est. Ouais, c'est un rôle de responsabilité, en fait. Donc, il faut être responsable quand tu décides de t'engager. Ok. Parce que bon, quand on fait aussi rejeter, si tu vois que non, je ne peux pas, tu laisses, c'est pas obligé. Oui, aussi. Mais du coup, est-ce qu'il y a un endroit où tes statistiques en termes de publication de merge et tout ça sont disponibles? C'est sur ton compte GitHub, c'est disponible comment?
les statistiques, ça paraît en forme variée, en fait. Si vous parlez sur le projet même, dans le repositoire du projet, tu vas voir sur l'onglet pour request, tu vas voir, tu tapes le filtre, tu tapes mon subliquet, mon username. J'ai un username très bizarre. Ouais, tu tapes mon username par exemple, tu vas voir les tickets sur lesquels je travaille. Tu peux aller sur le serveur Jira, puis tu peux voir les tickets sur lesquels je suis assigné, et ce dont j'ai résolu les consoles. Tu peux aussi voir sur ma page principale GitHub, tu vas voir. Il y a GitHub assez très joli. Comment dire la page graphique là, qui montre voilà. En fonction des la contribution et tout ce que tu as publié là. Oui, il y a des entreprises d'ailleurs qui regardent ça en fonction de ta coloration pour savoir si quelqu'un de sérieux. Mais ça dépend parce que si tes graphes sont très verts et que tu bosses dans une très grosse boîte, on se demande aussi un peu comment tu fais. Bon, parce que peut-être tu es administratif là-bas et derrière tu codes beaucoup. On se demande, on peut se poser des questions, mais après tu peux être quelqu'un d'extrêmement productif et ça s'explique aisément. Et donc, toi aujourd'hui, quelles sont tes ambitions pour plus tard? Donc, bon, plus tard, je compte continuer à contribuer à la communauté Finirac parce que c'est vraiment, il y a vraiment des gens géniaux dans cette communauté. En fait. Ils sont très accueillants, très gentils, puis ils aident vraiment à promouvoir une personne déjà à te lancer. Si tu rejoins la communauté, tu vas voir, il y a beaucoup d'aide, beaucoup de promotion, consort. Et puis, il y a aussi le fait que l'impact global de ce projet-là, déjà, la FinTech a une portée très, très répandue. Et puis, quand tu te rends compte, tu vois, il y a beaucoup de personnes défavorisées qui bénéficient d'un système de Finirac, de sa solution. Donc, je compte continuer à contribuer à la communauté Finirac, mais de façon plus passive qu'active. Bon, vous savez, le temps, il y a d'autres occupations qui s'ajoutent aussi, c'est bien plus occupé. Mais ouais, je continue à pousser le projet plus loin. Et rendu où tu es là actuellement, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont impressionné? Est-ce que tu as développé des modèles, tu as développé de l'admiration pour certains modèles dans le domaine de l'open source? Ouais. Déjà, rien que dans la communauté, il y a des personnes dont j'ai beaucoup d'appréciation et de respect pour déjà leur façon de travailler, leur contribution, c'était très impressionnant. Il y a eu un monsieur, son nom c'était Michael, il travaillait à Google, je crois, où il travaillait. Il était travaillé aussi à Red Hat avant de commencer à contribuer à Finirac, si je ne me trompe pas. Et puis, c'était un monsieur qui a vraiment beaucoup d'expérience. Quand tu vois ses revues, la qualité de ses contributions, tu te dis, bon, voici une personne dont j'ai vraiment envie d'être comme cette personne-là. Et puis, ce genre de personne, ça t'aide à pousser plus loin parce que ça aussi envie d'avoir ce genre de codes-là, ce genre de qualité de contribution parce que et puis tu vois sa carrière, son parcours, tu vois, il n'a pas trouvé n'importe qui, de Red Hat à Google, et puis tu vois, c'est un petit peu mal. Ouais. Et puis tu comprends pourquoi, parce que à distance, je peux te dire, bon, que le gars est bon, mais quand tu vois ses contributions, tu te dis que, ouais, quand même, ouais. Ouais. Et puis tu te rappelles que vous êtes vraiment un monde à part, parce que tu devras au-dessus du monde, mais tu arrives, tu vois quelqu'un qui est vraiment qui est vraiment plus loin que toi, mais ça t'a encore la plus de motivation à aller plus loin. Il se rend compte que tu ne connais encore rien. Ouais. Et c'est le début de la sagesse. Le sage, ce n'est pas celui qui sait tout. Le sage, c'est celui qui a une idée de l'ampleur, de la profondeur de son ignorance.
c'est déjà le plus difficile. Savoir à quel point on est ignorant ou même soupçonner à quel point on est ignorant. Ça, c'est le début de la sagesse. Dès que tu commences à avoir ce genre de questionnement, et puis si tu continues un jour, tu vas te rendre compte qu'il y a un jeune quelque part qui rêve d'être comme toi. Qui m'a dit, j'aimerais, mais tu ne t'es pas rendu compte à force de progresser que finalement tu es devenu aussi bon ou même plus bon que ce gars que qui était ton mentor, parce qu'on va dire que il est une image que tu projettes, il est une image vers laquelle tu tends. C'est très intéressant. Je souhaite ça à tous les membres de notre communauté, de rencontrer quelqu'un dans leur carrière ou dans les aléas de la vie qui les pousse vraiment à se développer, à s'améliorer. C'est une bénédiction d'avoir quelqu'un qui vous donne ce supplément de motivation-là. C'est vraiment intéressant. Et finalement, si aujourd'hui tu vois un jeune diplômé, ça fait pas aussi longtemps que tu as été un jeune diplômé, qu'est-ce que tu lui conseillerais en parlant de l'open source? Aujourd'hui, tu as quand même essayé, tu t'es un peu baigné à l'intérieur. Comment est-ce que ton recul après quelques années, qu'est-ce que tu lui diras à ce jeune diplômé? Déjà, je veux la parler très fortement de rejoindre, de s'engager dans l'open source. Déjà, même pas seulement au niveau des connexions, il y a une opportunité dans l'open source. Déjà. Parce que bien que l'année passée, quand j'ai rejoint l'open source, j'étais l'un des t'appelles ça comment en français? Stagiaire, voilà, stagiaire. Ok, ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français, mon français. Ouais. Je ne parle pas français très fréquemment. Donc, ouais, j'ai participé au Google Summer of Code l'année passée. C'est simple, c'est une initiative que Google lance chaque année. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont lancé ça. Et puis, c'est pour sponsoriser des étudiants. Si tu as fait à l'université, ils sponsorisent des étudiants à contribuer à l'open source, en fait. Et puis, ils te payent une pension mensuelle. Donc, c'est plus vraiment mensuel, mais ils te payent une pension pendant une période de 3 mois. C'est généralement entre mai et août, généralement. Il y a aussi, ouais, et puis tu vois, tu gagnes vraiment beaucoup. Parce que je crois qu'il y a un taille qui payait dans les $3,000 pour 3 mois. Donc, ouais, c'est vrai qu'après le temps, c'est un peu diminué, mais c'est toujours beaucoup. Il y a aussi un programme comme Outreachy. Je crois qu'ils prenaient juste les personnes de sexe féminin, puis de sexe défavorisé. Mais je crois qu'avec le temps, ils sont un peu ouverts, ils sont un peu plus ouverts, ils prennent les gens de sexe masculin aussi. Puis c'est toujours autour de l'open source, quoi. Genre, ils te payent pour contribuer à l'open source parce que moi, ouais. Donc, il y a déjà des choses comme ça. Il y a aussi le fait que tu gagnes beaucoup d'expérience quand tu contribues à l'open source parce que tu commences à contribuer du code de qualité très supérieure, très élevée parce que dans les projets open source, ils se limitent à certains standards. Donc, le fait que tu puisses contribuer, c'est au moins atteindre certains standards. Et là, tu vois déjà que c'est que la façon que tu codais avant, ou que tu programmais avant, ou que tu développais des projets avant, ça augmente d'un cran. Il y a aussi les connexions. Dans les projets, dans les communautés open source, parce que open source, pratiquement, ce sont des communautés. Puis dans les communautés open source, il y a des variétés d'opportunités, des variétés de personnes avec qui tu peux connecter. Puis, ils peuvent te donner des références. Si tu as te présenter pour un travail ou un job quelque part, tu peux avoir des références et puis tu peux aussi avoir. Eux aussi, parfois, ils postent aussi des opportunités. Parce que parfois, il y a des utilisateurs du projet même qui recrutent. Ils viennent poser là, on va chercher quelqu'un qui a une expertise, qui a de l'expérience avec ce projet pour le recruter. Donc, il y a des trucs comme ça. OK. Mais ce que j'ai remarqué, et j'espère que avec le temps, je serai, parce que je le dis, parce que c'est un peu comme une sorte d'initiative personnelle, c'est de convaincre beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui utilisent les produits open source, non seulement de
de se rassurer que chaque mois, il y a un montant que les gars mettent à la disposition de ces communautés. C'est bien de contribuer, de faire des dons. Mais surtout, de s'assurer qu'au sein de leur équipe, il y ait toujours quelqu'un qui soit de la communauté, qui soit vraiment membre à part entière de la communauté. Parce que utiliser une technologie et ne pas être capable de contribuer à cette technologie, surtout quand elle est open source, pour moi, stratégiquement, c'est souvent un risque. Et c'est un risque qui aujourd'hui fait que dans certaines parties du monde, par exemple en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'organisations de très grande taille qui abandonnent les projets open source parce qu'ils ne sont pas sûrs pas du support, mais ils ne sont pas sûrs de ce que le projet ou le produit va évoluer aussi vite que leurs besoins. Et donc, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse d'un point de vue personnel, sur comment inciter les gens ou les encourager à s'impliquer dans l'open source d'un point de vue corporate, de façon à ce que finalement ces communautés-là qui ont commencé avec de très belles idées puissent perdurer avec le temps, en ayant de temps en temps des renforts, que ce soit des ressources humaines, que ce soit un peu d'argent. Donc ça, c'était une partie il y a une lutte. Il y a même une lutte perpétuelle. Genre, dans les communautés, on essaie d'inciter les utilisateurs à contribuer parce que il y a une organisation d'utiliser ton projet. Bon, elles améliorent, en fait. Elles ajoutent certaines nouvelles améliorations. On essaie toujours d'encourager qu'ils essaient de contribuer aussi ces améliorations-là dans la communauté parce que c'est comme ça que la communauté peut grandir. Puis généralement, il y a aussi le fait que on prend leur copie pour l'utiliser, pour l'améliorer par certains temps, ils vont changer le code à gauche à droite. Et puis à ce temps, la communauté aussi a amélioré leur code source. Et puis on a des difficultés à apporter des améliorations dans leur propre code source parce qu'il y a des différences et consorts au sein de l'application même. Donc, on essaie constamment d'encourager les gens qui utilisent le projet pour pouvoir contribuer aussi leurs améliorations au sein de la communauté. Parce que le projet en lui-même grandit. Et aujourd'hui, par exemple, dans le projet général dans lequel tu es, est-ce qu'il y a des technologies très nouvelles que tu as dû apprendre à utiliser parce que tu étais dans le projet? Est-ce qu'il y a une sorte de comment expliquer ça? C'est un projet vraiment qui est dans l'espace, qui utilise des technologies vraiment trop spécifiques. Parle-nous un peu de la pile technologique que tu utilises. Déjà, le projet est développé à base de Java avec Spring Boot. Donc, il y a déjà Spring Boot qui est déjà un framework web déjà très robuste et très populaire en fait. Alors? C'est aussi une très grosse communauté Spring. Ouais. Donc, on utilise le Java 11 dans le projet. Donc, l'un de mes premiers tickets, c'était plus une amélioration, une apportée à la communauté, c'était contribuer au nouveau type de déploiement avec Kubernetes. C'est une sorte de déploiement à base de containers, Docker, de console. C'est pas si vous êtes familier avec Kubernetes. Donc, c'était l'un de mes premiers tickets. C'était vraiment difficile en fait, parce que c'était un truc un peu nouveau. Bon, c'est pas si nouveau que ça, mais c'est un peu nouveau. Parce que c'est un peu nouveau dans le sens, parce que c'est nouveau dans la communauté. Bon, déjà, essayer d'adopter ça dans les projets à gauche à droite, parce que ça facilite vraiment le déploiement des produits en production, des projets en production. Donc, l'une de mes premiers tickets, ça va peut-être 2 mois pour pouvoir avoir le résultat dessus. C'était parce que ça, j'ai pas ça va. C'était comme un bâtiment de feu. Ouais. Ben, tu te donnais la pression, tu avais un calendrier, tu t'imposais un rythme de contribution. Ouais. J'essaie au moins de ressourcer au moins un bug pour contribuer une amélioration chaque semaine. Ok. Ouais. C'était mon objectif. Et puis, j'ai voulu avoir ce graphique qui soit très belle. Ok.
il y a un modèle de la communauté ici, à Bouya, que son graphique qui sont pas pour fonctionner. Le mon graphique, ça pour aussi. Ok, ok. Non, mais c'est très intéressant parce que l'idée même des graphiques là, c'était justement ça s'appelle de la gamification. Donc, on essaye d'inciter les gens à partir d'un outil simple comme ça, d'inciter les gens à faire des choses. On stimule le passage à l'acte juste en jouant avec des couleurs. C'est un processus psychologique que des spécialistes en... Quelle est leur science? Je crois que c'est la neuroergonomie utilisent pour faciliter la prise de décision. C'est de la gamification tout simplement. Mais du coup, quand tu t'impliques dans un projet comme Fineract, tu es dans une communauté comme celle-là, est-ce que quand tu commences à travailler maintenant avec d'autres projets dans le monde professionnel, est-ce que tu ressens un trop grand écart entre les cultures de ces deux milieux-là? Est-ce que en étant très impliqué dans l'open source, est-ce que tu deviens inadapté pour le monde professionnel? Est-ce que tu as ressenti ça? Au contraire plutôt, tu te sens plus capable parce qu'il y a beaucoup de trucs. Parce que les projets open source ont généralement un niveau de complexité très élevé. Parce que si tu vas peut-être finir, c'est un projet Spring Boot, bon, avec le Spring Framework. Mais si tu prends peut-être un nouveau projet, si tu prends un test de Spring Initializer, si tu lances un nouveau projet Spring Boot de zéro, tu vas voir, c'est très basique comparé à ce que tu vas voir dans ton projet open source. Et puis du coup, tu vois, il y a beaucoup de capacités, comment dire, beaucoup de fonctionnalités implémentées dans le projet open source. Et puis tu vois, oh, c'est un truc que je n'ai pas le temps au projet pour le rendre mieux, en fait, pour l'améliorer. Parce que là, ça devient plus professionnel, en fait. Parce qu'il y a certaines fonctionnalités. Tu te rends compte que, bon, le projet, ce ne sera pas vraiment stable, maintenable. Ça c'est des petits trucs que tu as vu dans ton projet open source. Et puis, c'est souvent ce genre de trucs-là qu'en entreprise, les recruteurs, les chefs techniques se recherchent parce qu'ils cherchent à contribuer un code propre, un code maintenable, un code que après peut-être 10 ans, tu vas venir, tu vas voir, oh, c'est pas ce que c'est, voilà comment ça marchait. Et puis, un code, ouais, c'est quand même un code très pratique en fait. Un code qui, comme on dit, l'acronyme qui keep it simple, stupid. Et tout à l'heure, tu disais que pour construire l'open source, on n'a pas besoin d'être un technicien. Parce que toi, tu contribues en tant que technicien, mais on n'a pas besoin d'être technicien. Je me rappelle au tout début du projet de la Fondation Linux, quand ils travaillaient sur le système d'exploitation, ils n'avaient pas vraiment fait d'efforts pour que ce soit ergonomique. C'était très puissant, c'était peu ergonomique. Mais on a remarqué ces dernières années, je parle en termes de décennies, qu'il y a eu un effort considérable qui a été mis en place. Et aujourd'hui, les systèmes Linux les plus populaires comme Ubuntu sont devenus très ergonomiques à tel point que les gens qui sont habitués à des systèmes plus ergonomiques comme iOS, comme macOS ou Windows commencent à être à l'aise même quand ils utilisent des systèmes Linux. Concrètement, qui sont les gens en dehors des techniciens, en dehors des développeurs qui peuvent s'impliquer dans un projet open source? Bon, en dehors des développeurs, il y a les gens qui savent écrire, simplement. Déjà, si tu sais utiliser les mots, si tu sais faire des bonnes documentations, parce que c'est un truc qui marque beaucoup. Les développeurs n'aiment pas documenter leur travail. C'est drôle, mais c'est très important de documenter, mais les développeurs n'aiment vraiment pas faire la documentation. Donc, si tu sais documenter, ouais, c'est une façon de procéder. Bien que venir écrire des documents, comment l'architecture du système, comment l'utiliser, des trucs comme ça. Il y a aussi les utilisateurs, parce que tu peux voir, quand le projet fédéral, les personnes qui l'utilisent ne sont pas forcément des personnes techniques. Il
y a peut-être un technicien qui a installé des machines, mais celui qui utilise lui-même, lui aussi, chaque jour, il utilise, il découvre de nouveaux petits trucs, il rencontre certaines difficultés. Donc, il y a que le fait que tu aies posé une difficulté dans le forum, c'est une façon de contribuer parce que là, à partir de cette difficulté-là, on se rend compte qu'il y a un problème dans le système et puis on cherche à le réparer. Et de cette façon, le système s'améliore. C'est aussi bienvenu, comme utilisateur, c'est aussi contribuer. Comment utiliser le logiciel en soi-même. Parce que parfois, il y a certaines parties, généralement, les projets sont aussi très grands, très vastes, parce que ça touche vraiment beaucoup d'aspects. Ces aspects-là sont vraiment documentés. Les utilisateurs sont peut-être spécialisés dans une partie du projet. Et puis, ils peuvent contribuer comment utiliser cette partie-là à d'autres personnes. Parce que parfois, tu vas voir dans les conférences, il va dire, oh, comment est-ce qu'on utilise cette partie-ci? Comment est-ce qu'on configure cette partie-ci? Donc, tu peux venir juste expliquer faire telle chose, faire telle chose. C'est une façon de contribuer. Ouais, principalement, il y a ces trois façons-là. Développeur, utilisateur et documentaire, en fait. Mais des fois, vous avez besoin je sais pas, des interfaces, des gens qui dessinent bien. Ouais. Parfois aussi, il y a des gens qui pas forcément des web designers, mais peut-être des gens qui aiment bien les expériences utilisateurs, les UX designers, parfois des gens qui ont un certain goût prononcé pour je sais pas, pour le design graphique. Donc, peut-être que des fois aussi, vous avez besoin de ce genre de personnes. Mais est-ce que vous avez besoin aussi des gens qui font la promotion du produit? Est-ce que vous ressentez ce besoin? Ouais, absolument. Je me suis dit ça. Il y a des gens qui font la promotion du produit. Il y a des gens qui en parlent même dans les conférences, des webinaires. Il y a le fait que tu appelles le nom du projet quelque part. Okay. Ouais, c'est déjà une grande façon de contribuer. Ok. Donc finalement, c'est comme les projets de la vie réelle, c'est-à-dire un projet, c'est un écosystème où il n'y a pas qu'une seule façon d'intégrer l'écosystème. C'est-à-dire que c'est comme l'être humain dans son écosystème. Il n'y a pas que des carnassiers ou des carnivores. Il y a des herbivores, des omnivores, des carnivores. Donc, il y a tout type d'alimentation, il y a tout type d'interaction. De la même façon, dans les projets normaux, même dans l'entreprise, il y a des financiers qui participent, il y a des gens qui font la promotion du projet, il y a des gens qui font la partie technique. Maintenant, la partie technique, il y a encore des spécificités. Il y a des gens qui font en sorte que l'utilisateur ne se sente pas délaissé, donc qui font le support. Il y a des gens qui aident aussi les gens à découvrir le projet qui accompagne. Donc, il y a toutes ces couches-là, toutes ces strates-là se retrouvent aussi dans les projets open source, sauf quand on parle de contribution. Donc, c'est les gens qui le font gracieusement, qui le font quand ils ont un peu de temps, qui le font sans se dire qu'en bout de course, ils investissent. Ce n'est pas un investissement. C'est ça qui est intéressant dans l'open source. C'est vraiment un don. On investit, on ne pas. Je fais quelque chose dans X mois. Quand ce sera très utilisé, je gagnerai de l'argent. Les gars, par exemple, qui ont créé le serveur web Apache, je crois qu'ils ne gagnent pas d'argent grâce au serveur web Apache. Il n'y a pas un paiement qu'ils ont parce que les gens utilisent leur serveur web, même si le serveur Tom 4, par exemple, est utilisé par 70% des gens qui font tourner leurs services dans le monde. Ils ne reçoivent pas de royalties, ils ne reçoivent pratiquement rien, tout ça. Ils ont des retombées du fait qu'ils ont travaillé sur le projet, mais d'un point de vue direct, ils ne reçoivent rien. C'était très important parce que parfois, les gens ont l'impression, quand on dit open source, quand on voit les gens s'impliquer comme ça, peut-être qu'ils se disent que peut-être que derrière, c'est une sorte d'investissement qui peut découler ou qui peut déboucher sur une rémunération, une rétribution quelconque. Là, je voulais vraiment rassurer. Pas rassurer, bon, peut-être les rassurer, peut-être un peu les déprimer, mais il fallait que les gens sachent que c'est vraiment un don total. Et donc, aujourd'hui, Nasser, tu es dans l'open source, tu as développé. Est-ce que tu serais intéressé ça t'est intéressé de faire l'apologie de l'open source autour de toi?
peut-être auprès de tes camarades, comme par exemple, tu as le grand frère qui t'avait intéressé à le faire? Ou est-ce que tu fais aujourd'hui quelque chose pour que les gens s'intéressent de plus en plus à l'open source? Ouais, ouais. Surtout sur le sud-ouest, je prends déjà un mentor aussi des cadets académiques pour se les guider. Parce que j'ai vu le bénéfice, en fait. C'est censé être une sorte de bénévolat, mais tu vois qu'il y a beaucoup à gagner. Puis j'ai vu, je me dis, pour aussi bénéficier de ça. Donc, de temps en temps, je prends aussi sous mon aile une ou deux personnes. Donc, j'essaie de les encadrer aussi dans la même direction. Oh, ça, c'est très intéressant et c'est le genre d'initiative que nous apprécions, que nous chérissons profondément parce que c'est un peu l'esprit de ce qu'on fait. Aider les gens à se développer, leur donner le maximum de pistes de développement, d'opportunités pour qu'ils aient accès à de plus en plus d'opportunités pour eux et pour leur entourage. Donc, c'est super de rencontrer quelqu'un qui fait ce genre de travail comme tu le fais et tu le fais gracieusement parce que tu as essayé, c'était pas mal, tu essaies d'en parler autour de toi pour que les gens aussi puissent en profiter. Et moi, du fond du cœur, je suis persuadé que toute notre communauté aussi, on espère que cette implication que tu as dans l'open source va te permettre demain de décrocher un très très gros job ou même d'ouvrir une très grosse entreprise qui te permettra finalement de capitaliser sur toute cette expérience que tu as accumulée tout au long de mois, tout au long des tickets que tu as livrés. Et j'espère que bientôt tu pourras commencer à piquer les tickets les plus complexes. Oui, absolument. Parce qu'il y a une politique, on essaie de décourager les personnes de prendre le ticket facile, le ticket débutant. Parce qu'on fait réserver ça pour les nouveaux pays. Donc, à moins que ce soit vraiment très, comment dire, pertinent qu'on reçoit, que le ticket débutant soit résolu à un moment particulier, on pourrait juste le sortir pour les nouveaux venus plus travailler dessus. Oui, sinon, les nouveaux venus, quand ils arrivent, il n'y a que les tickets les plus difficiles. Ouais. Ça va trop être traumatisé. Ça va être frustré. C'est sûr. Alors, on est presque rendu à la fin de notre petit entretien. Ça s'est passé très vite. C'était très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire à notre communauté? Bon, j'aimerais surtout beaucoup encourager les membres de la communauté, les gens, en fait, tout le monde, en fait, que ce soit développeur ou pas, de continuer à l'open source, déjà d'apprendre à programmer parce que c'est déjà devenu comme une sorte de connaissances déjà nécessaires globalement parce que c'est pas ce que les masses ne savent pas programmer au moins un tout petit peu parce que l'informatique est presque partout maintenant. Donc, je veux encourager tout le monde. Donc, c'est pas obligé d'être un pro pour faire ça la spécialité, mais déjà de savoir programmer un tout petit peu et reconnaître les bases, ça peut aider d'une façon ou d'une autre dans ton travail. Je veux aussi encourager, beaucoup encourager vraiment les gens de pouvoir contribuer à l'open source. C'est vraiment un monde très vaste d'opportunités. C'est vrai que, bon, il n'y a pas, quand tu vas rejoindre, tu vas voir, bon, on ne te paye pas, ça prend beaucoup de temps, surtout au début, là, ça prend beaucoup de temps. Mais tu vois, tu construis ce qu'on appelle la réputation. Voilà. Tu construis ta réputation. Le plus de tickets que tu contribues, la qualité de ton travail, tu restes l'appréciation des gens, tu restes cette réputation-là. Et puis, chaque fois qu'on te voit, tu peux voir rencontrer quelqu'un et te dire, oh, je connais quelqu'un très doué qui peut t'aider dans ce problème que tu as. Parce que quand ils voient, ils savent reconnaître quelqu'un vraiment, quelqu'un vraiment doué et bon, qui sait faire ce qu'il sait faire. Donc, la communauté open source, tu vas te rendre compte que c'est une communauté qui s'entraîne. Il n'y a pas de personnes chiches là-dedans. Ouais. Donc, les gens essaient beaucoup de s'entraider.
si tu as un petit problème, tu peux vraiment te rapprocher de quelqu'un. Et puis, c'est vrai que généralement, on va t'encourager de poser des questions personnelles dans les forums, mais si tu arrives et puis tu deviens connaisseur avec quelqu'un, et puis c'est terrain pro, tu peux le joindre en privé. Et puis, tu lui poses des problèmes fonctionnels, il peut t'aider vraiment. Ça arrive pour le bien parce qu'ils aiment faire ça. Ouais. C'est vrai que bon, avec du temps, tu vas te rendre compte que c'est vraiment un gagne-gagne. Parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas, tu ne fais vraiment pas grand-chose. Parce qu'en même temps, tu as que ton CV. Bon, j'ai une expérience que je sais, bon, je peux me dire sur mon CV que je sais déployer des applications sur Kubernetes. Ce n'est pas un truc que j'allais apprendre à l'entreprise. Même ma famille, peut-être 1 an ou 2 ans, c'est pas un truc que j'allais apprendre. Ça va. Ouais. En entreprise, le temps qu'on te donne le droit, même de faire des matchs, ça te prend une nomination. Voilà, exactement. Ça te prend la démission ou le renvoi de celui qui faisait ça avant. Et le temps qu'on te permet de déployer ou d'agir sur le pipeline de déploiement, ça te prend une autre promotion. Ça te prend... donc, il y a tellement de barrières qui, en entreprise, exactement, ce genre de choses ne sont pas accessibles dès le départ. Il y a tellement de barrières. Et finalement, l'open source te permet de court-circuiter toutes ces barrières-là. Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Je te remercie parce que grâce à ta participation aujourd'hui, nous savons un peu plus ce que c'est que l'open source. Notre communauté est beaucoup plus outillée. Nous savons comment est-ce qu'on peut acquérir de l'expérience en partant de rien, en ayant son diplôme, ou même avant d'avoir son diplôme, parce qu'il n'est pas déjà dans le domaine de l'open source qu'il faut que tu aies un diplôme. Nous savons aujourd'hui quelles sont les difficultés qu'il y a quand on rejoint l'open source. On a une idée de ce qu'on peut gagner, à savoir de l'expérience tout court, à savoir des références, à savoir la possibilité d'être référencé activement par des gens qui sont dans le milieu, qui sont sur le marché du travail, à savoir la possibilité de gagner son CV sans forcément devoir voyager ou aller quoi que ce soit, où que ce soit, parce qu'avec son ordinateur, une petite connexion, on peut se contribuer. Et toutes ces choses-là sont finalement des opportunités qui sont très intéressantes pour les membres de notre communauté. C'était un grand moment. Merci Nasser. Moi, c'est Alexis. Je suis catalyste en chef de l'entreprise NXC. Notre rôle, c'est de mettre en commun les talents et les entreprises ou projets pour que les talents puissent développer leur potentiel et capitaliser sur les opportunités et les projets trouver les bonnes personnes pour les réaliser. Donc, nous allons continuer comme d'habitude chaque 2 semaines à faire nos webinaires. Rejoignez-nous dans notre communauté sur Telegram. Nous sommes aussi sur YouTube. Nous sommes sur Twitter. Nous sommes sur LinkedIn. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes toujours joignables. Nous sommes toujours disponibles. N'hésitez pas à nous écrire et si possible, si vous trouvez nos vidéos intéressantes, parlez-en autour de vous et faites-nous des retours. Merci beaucoup et bonne journée.